Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'auteur du livre est né et éduqué par son père seul, à une époque où l'éducation de type occidental n'est pas bien répandue en Afrique en général et en Haute-Volta en particulier. Sa mère étant jugée trop belle pour le père par les autorités administratives et coutumières, celle-ci est contrainte d'abandonner son bébé au père pour épouser de force un riche chef coutumier. L'école primaire publique de Sokoroni qu'il fréquente dans le canton de Taguara est une école régionale créée en 1939 bien avant celle d'Orodara et de Sindou. À l'exception des enfants des instituteurs et autres fonctionnaires, le recrutement est forcé. Ni les parents d'élèves, ni les élèves eux-mêmes n'en veulent. Pour autant, sans rien comprendre au but de l'école, l'auteur du livre qui aborde dans le plus grand secret les travaux champêtres, devient l'unique candidat volontaire à la surprise totale et à la désolation du père. Les études qui démarrent pour lui en 1956 se déroulent dans des conditions d'une extrême brutalité. Les enseignants sont violents à l'encontre des élèves peu doués, les plus grands élèves soumettent les plus jeunes au régime des travaux forcés. Que l'on se le dise, les souvenirs du régime de l'indigénat appliqué aux parents sous l'époque coloniale restent encore vivaces. Pour autant, le parcours scolaire du jeune élève est sans faute. Dès l'obtention du brevet d'études du premier cycle préparé au lycée Ouézin Koulibaly, le père veut qu'il travaille pour lui venir en aide. Le fils n'obtempère pas et entre brillamment en classe de seconde C. Le régime de l'externat qu'il découvre cependant pour la première fois, le déroute. Heureusement pour lui, le concours du Prytanée militaire de Kadiogo, PMK, lui est annoncé par l'un des officiers les plus professionnels de la jeune armée. Il s'agit du commandant Moumouni Ouédraogo. Il en profite et entre au PMK en compagnie de ses anciens condisciples, Isidore Thomas Ouédraogo, Yincier Roger, Gibila Edmond et Hassan Sawadogo. Mais, le fait le plus marquant des premiers jours de cette classe de seconde reste le changement du nom d'Isidore Noël Ouédraogo qui devient comme par enchantement Isidore Noël Sankara. Les 5 lycéens retrouvent en seconde des anciens de l'école militaire préparatoire africaine, EMPA. Il s'agit entre autres de Gnoumou Kani Gaston, Elola Kobié, Djigindé Tinga Robert, Dzongo Henri et certains plus jeunes comme Kwame Lougué, Ali Traoré de la classe de 4e. Brillant élève, Gnoumou Kani Gaston est intraitable quant à céder son rang de major de classe à qui que ce soit d'autre, et ce jusqu'au bac qu'il obtient avec brio. L'enseignement se fait dans les meilleures conditions possibles, mais sous un encadrement militaire très dur et éprouvant pour des élèves arrivés fraîchement du lycée. Par ailleurs, le faible niveau intellectuel de cet encadrement ne cadre pas avec celui des élèves. Dans de telles conditions, la moindre remarque venant de la part d'un élève que le chef de section ne comprend pas expose l'auteur de la remarque à des jours d'emprisonnement militaire. C'est ainsi que l'auteur du livre passe les épreuves du bac en prison au camp Guillaume Ouédraogo. Dans l'entretemps, Thomas Sankara se fait séduire par les activités clandestines du professeur d'histoire géo, Touré Adama du Parti africain de l'indépendance, PAI. Sans service de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage crédible, l'armée se laisse facilement infiltrer par ce communiste, marxiste-léniniste notoire, qu'elle accepte comme enseignant dans une institution supposée neutre politiquement. Après le bac, Sankara qui est initialement admis à la vie civile pour y préparer un diplôme d'ingénieur textile à l'université de Lille, se retrouve miraculeusement à l'école militaire interarmes, EMIA, d'Antsirabe à Madagascar. Le moins que l'on puisse dire, en réussissant ainsi sans difficulté à placer leur poulain au cœur de l'institution, les communistes se sont joués de la hiérarchie militaire pour remporter une première victoire capitale dans la quête du pouvoir d'État. Le manque de professionnalisme du commandement militaire leur fait la part belle. Sankara bénéficie ainsi du plus spectaculaire passe-droit possible pour se former dans une école militaire réservée par principe aux sous-officiers aspirant devenir officiers. Mais lui et ses mentors du PAI ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Le premier conflit du Mali leur procure une autre occasion d'affirmer leur imposture. En 1975 en effet, alors que les combats sont arrêtés, pour une action qui aurait dû l'envoyer directement devant un tribunal militaire pour avoir détruit une troupe malienne sans défense, il est fait héros par ses amis communistes et des intellectuels faussaires à Ouagadougou. Affaibli par la gestion de la guerre,
la hiérarchie n'a d'autre solution que de le retirer du front pour le placer à la tête du Centre national d'entraînement commando créé par le brillant Saint-Cyrien Guébré Fidèle à Pau. Admis en 1972 à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr après le concours préparé à la Corniche MacMahon d'Autun, l'auteur démarre la carrière professionnelle en guerre en 1974. Il retrouve sur des fronts voisins son condisciple du Prytanée. Thomas est sur le front nord tandis que lui est sur celui du Sahel. Au tout début, les conditions de la guerre sont exécrables voire insupportables à un Saint-Cyrien. L'impréparation des opérations et le manque d'organisation déroutent tout officier de bon sens. L'armée manque de tout, les cadres, le personnel, l'équipement, la logistique, etc. Mais très rapidement, le général Babassi, le généralissime, s'inspirant sans doute des guerres coloniales d'Indochine, d'Algérie, monte une organisation remarquable. Rapidement, le Mali qui a pris l'initiative d'envahir le territoire voltaïque est non seulement chassé, mais aussi contenu dans ses frontières. La mare de Soum et son emblématique puits Christine sont libérés ainsi que les autres localités jadis occupées. Profitant de la situation, le commandement crée le premier régiment d'infanterie commando, RIC, à Dori en 1977. L'auteur en est le premier chef d'état-major, avant la reconversion en direction de l'armée de l'air, suite à 2 formations successives d'ingénieurs en télécommunications et en avionique en Angleterre de 1977 à 1980. Aux commandes de l'armée depuis sa création en 1961, les officiers sortis du rang, secondés par ceux sortis de l'EFORTOM, École de formation des officiers d'outre-mer, de Fréjus avec 6 mois de formation adoptent l'EMIA comme mode de formation au grand plaisir de Thomas Sankara et de ses comparses. Ni ces derniers, ni les officiers du rang et ceux issus du rang ne veulent céder le commandement aux Saint-Cyriens peu nombreux par ailleurs. Le refus d'adopter des statuts propres à chaque formation installe définitivement la chienlit dans la promotion des officiers au profit des formations courtes. De formations intellectuelles et militaires plus longues, les Saint-Cyriens avancent dans les mêmes conditions que tous les autres officiers. Les règles du temps de commandement n'étant pas respectées, Salem Béré Kouka est tête de camp du président Lamizana depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Mécontent d'avoir été nommé en 1980 au commandement d'un régiment, le régiment parachutiste commando, RPC, de Dédougou, ce dernier pactise avec le prisonnier Thomas Sankara pour renverser le Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN. Conscient de la nécessité pour l'armée de rester neutre par rapport à la politique, l'auteur refuse tous les appels de Thomas Sankara à prendre la direction du Secrétariat général national des comités de défense de la Révolution, CDR. Sanctionné pour cela, il est reversé au Programme populaire de développement PPD. Il décide de quitter le pays en quête d'espace vital à Nairobi. Il offre 2 ans de service de consultant aux Nations Unies, avant d'aller suivre une formation de 3e cycle en aéronautique et en anglais en France. Les 5 années passées dans l'industrie aéronautique par lui, s'avèrent être d'une grande utilité pour sa carrière internationale. Cela lui permet de terminer sa carrière professionnelle comme chef des opérations aériennes aux Nations Unies. Entre-temps, la clarification s'est faite à Ouagadougou entre protagonistes dont le seul point de convergence représente les officiers intègres bien formés et les intellectuels intègres. Les intellectuels faussaires et les officiers communistes n'ont pas compris que le monde change, et que sans tuteur surtout, leur sort est scellé. En effet, avec la disparition du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, la révolution démocratique et populaire est morte. La conférence de La Baule en France impose la démocratie représentative au régime totalitaire d'Afrique. La 4e République en 1991 au Burkina Faso reste un simple faire-valoir pour la France qui a repris son rôle dans le pays. Sous le couvert du multipartisme, un méga-parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, règne en maître absolu. Par obligation, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats, l'administration publique, les élèves et les étudiants sont politisés. Dans le même temps, les assassinats crapuleux qui avaient jadis cours sous la Révolution et le Front populaire sont légion. Lorsque Blaise Compaoré s'avise enfin de reconstituer les carrières des officiers intègres, il s'assure surtout qu'aucun de ces derniers ne puisse commander un jour l'armée.
Les carrières sont à bon escient incomplètement reconstituées en ayant comme ligne rouge à ne pas franchir le grade de colonel au mépris de toutes les règles. L'armée elle-même est divisée. D'un côté on trouve le gros de la troupe qui est sans équipement ni habillement, de l'autre, le régiment de sécurité présidentielle, RSP, qui jouit d'avantages plus importants. Ce régiment disparaît avec le renversement du régime Compaoré, ce qui devrait céder la place à l'adoption d'une politique audacieuse de réforme de l'armée qui mérite d'être restructurée en brigades et en divisions. Première partie, Daba et Encrier. Chapitre 1 Les sortilèges. Il est un prénom en haute-volta, pour dire la beauté féminine, l'or cuivré d'une carnation, la délicatesse d'un grain de peau. Chifigé, femme blanche. Sa mère s'appelait Chifigé. En Bambara on l'aurait surnommée Dugutagamuso, la femme avec qui l'on voyage, celle que l'on est fier de présenter. Elle était Kositanga pour son père. Kositanga, je marche dans tes pas. Chifigé la bien nommée, sa mère, était une des plus belles femmes du pays Sénoufo. La nacre de son sourire et la brillance de son regard l'illuminaient. 4 rangées de minuscules stries brunes étoilaient sa peau mordorée et constellaient son front, ses joues, sa gorge, ses seins, ses bras. Sa beauté légendaire fut à l'origine de son malheur. Tous les hommes l'admiraient et désiraient l'avoir pour épouse. L'ami d'un notable de Sifarasso la convoita. La chefferie traditionnelle la contraignit alors à abandonner et son bébé et son mari, pour satisfaire aux exigences de Fufuyo. Forcée d'épouser contre son gré cet homme funeste, ami du chef de canton, elle se consuma de chagrin. Son père, lui, fut soumis à toutes les corvées. À cette époque-là, en Afrique occidentale, sévissait le Sangué-les-Bara. Ce travail obligatoire de forçat durait 1 an pour tous ceux qui y étaient assujettis. Il dura plusieurs années pour son père coupable d'aimer sa mère d'un amour partagé, fidèle et inaltérable. Malheur à qui osait épouser une femme susceptible de plaire aux notables. Tous les récits se recoupent pour accréditer cette thèse. Orphelin de sa mère à 6 ou 7 mois, il devient un lourd fardeau pour son père accaparé par le travail de la terre de l'aurore au coucher du soleil et miné par le chagrin d'une séparation plus douloureuse que la mort. Il l'emmène toujours avec lui. Arrivé au champ, il creuse dans le sol, en guise de couffin, une petite cavité à sa taille et le dépose dans ce nid improvisé. Au fur et à mesure que son travail progresse, de nid en nid, il progresse au même rythme, à même distance, toujours sous la protection de son regard. Il alimente régulièrement sous une marmite le foyer en plein air qui cuit leur pitance de gibier rapporté de la forêt proche. À l'âge où tous les bébés du monde têtent au sein de leur mère, son père lui donne la béquée avec le nec plus ultra des alimentations carnées, de la venaison. Son menu quotidien se compose essentiellement de viande de singe, de phacochère, de gazelle, de buffle. Oisillon bien calé dans des nids de terre, puis bébé quadrupède félin dans des gîtes, il observe les gestes du travail, la cadence régulière des outils, suit des yeux le vol des oiseaux dans le ciel, joue avec des insectes inoffensifs choisis par son père et prélevés dans les mottes que sa daba retourne. Petit joujou vivant, mutilé des pattes ou des ailes pour rester en sa compagnie avant de finir en friandises goûteuses. Il devient gourmet. Il apprécie les souris des champs grillés, se régale d'une sauterelle ou d'un grillon rôti au feu de bois. Quand il commence à marcher, il joue avec le casque de son grand-père. De la case à la parcelle, de nid en nid, de gîte en gîte, de premier mot en premier pas, de solitude en solitude, sa plus tendre enfance se déroule dans le champ que cultive son père, près des cours d'eau où il tend ses filets, non loin de la forêt où il traque les animaux sauvages. Lors d'une chasse fructueuse, il abat une antilope géante. De retour à la case, il accomplit le rituel des chasseurs. Il vide par terre à côté de la tête de l'animal, une petite calebasse d'eau fraîche en guise de libation. Après quelques brèves et inaudibles prières, il coupe et met de côté un bout de la queue, puis glisse la lame tranchante de son couteau sous la peau fine, toute tachetée de points gris, noirs et blancs. Il admire la dextérité avec laquelle son père dépouille l'antilope, avant de la dépecer. Les cuisseaux, les épaules et la poitrine sont réservés pour la vente au marché du lendemain. Les tripes, le foie, la rate, les rognons, le cœur et les côtes atterrissent dans une grande marmite où ils vont bouillir toute la nuit. Au chef de village qui le bénit, son père remet le coup. Le reste est découpé en parts égales,
pour être distribué à tous les chefs de famille du petit village. Cette tâche plaisante incombe à Luguzanga. Enfin, son père étend la peau sur le grenier où elle va sécher. L'enfant ne lasse pas d'admirer les corps. Ces deux magnifiques trophées représentent d'utiles et précieux instruments dont se servent non seulement les plus grands guérisseurs, mais les plus célèbres devins, ces hommes savants qui soignent gratuitement les corps et les âmes. Gratuitement. Alors que déferle du diable Vauvert à travers la planète des faussaires qui monnaient très cher leurs impostures, il assiste à des retours de chasse moins glorieux quand le canon du fusil indigène explose à la suite d'une erreur de dosage de la poudre noire. Plusieurs fois il voit revenir son père blessé, la main gauche en sang, la paume déchiquetée. Les Blancs interdiront le port et la fabrication des fusils, non pour prévenir d'éventuels accidents de chasse, mais pour désarmer les Sénoufos, ce peuple éminemment pacifique. Sur leur lancée, ils jetteront dans leur prison les braves forgerons dont la disparition ampute la culture sénoufo de la science et du savoir ancestral. À l'aube de sa 5e année vient le temps de son initiation à l'agriculture, unique avenir envisageable. Pour mener à bien cet apprentissage précoce, il sacrifie son jouet préféré et abandonne le casque colonial que son grand-père a rapporté de la guerre de 14 à 18. Comme il n'a pas de compagnon de jeu au village, on imagine combien ce casque très lourd, autant par son symbole que par son poids, a d'importance pour le petit, une importance égale à la nounou, au boy et au petit frère réunis pour l'enfant du blanc. Au cœur de cette année déterminante pour la réussite de sa vie d'adulte, il découvre en même temps qu'il rejette le travail de la terre. Il prend conscience de son incapacité à s'investir dans ces tâches pénibles, rébarbatives, répétées inlassablement jusqu'au soir de la vie. Il s'applique cependant à mener à bien ses premières cueillettes de haricots, de piments, d'oseille, de gombo sous la surveillance de son père. S'aperçoit-il que l'ennui et la lassitude gagnent son garçon trop lent, trop distrait, trop maladroit, trop... Son père ressemble au vieux laboureur d'une fable de La Fontaine qu'il récita plus tard au lycée. Ce vieux laboureur qui, au soir de sa vie, pour tout héritage, exhorte ses fils à travailler, sans jamais se décourager. Remuez votre champ. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Les fils respectueux retournent le champ de ça, de là, partout. À l'image du père maintenant disparu, ils prennent de la peine et au bout de l'an récoltent les fruits de leur labeur et de leur persévérance. Pour Luguzanga, au contraire, ses premiers labours le confortent dans sa conviction qu'il ne trouvera jamais le trésor caché dans la glèbe. Or, son village est un village agricole où la survie d'un homme dépend de sa seule ardeur à cultiver la terre et de son habileté à manier la daba, la faucille, le coupe-coupe et la hache. Chaque famille reçoit 3 champs du Darfolo, le grand organisateur de la terre nourricière. Il veille à ce que chaque parcelle soit cultivée, puis laissée en jachère par cycle alternatif de 20 ans. La mise en valeur de la parcelle suivante dépend de son reboisement, le défrichement s'effectue à la force des bras. Le Darfolo, détenteur de l'esprit de la terre, est aussi le protecteur de la forêt. Pour en sauvegarder la luxuriance et en assurer la pérennité, il interdit la coupe de nombreuses espèces végétales. La transgression de cette règle risquerait de rompre l'équilibre de la nature et d'exposer à terme le village à de terribles fléaux tels que la sécheresse, la famine, les épidémies. Quiconque offense par un acte de désobéissance, Sigenibi, la divinité de la terre, se voit condamné à des offrandes d'apaisement, allant selon la gravité de l'offense, du sacrifice d'une chèvre au sacrifice d'un bovin. À 6 ans il est trop jeune pour comprendre le bien fondé des coutumes qui régissent son pays, mais il acquiert la certitude que son aversion pour les travaux champêtres est désormais rédhibitoire. Il est et restera à jamais inapte à devenir cultivateur, et il pressent déjà combien son avenir sera précaire. Son père s'en inquiète. Il fustige son indolence et sa paresse. Il le gifle souvent, lui administre des fessées parfois. Non par cruauté, mais par désespoir de le voir rester à vie un piètre cultivateur. Lors des cérémonies initiatiques, il rêve d'être musicien, à écouter les jeunes gens jouer du balafon et les jeunes filles jouer du sitianet, instrument de musique fait d'une petite gourde pleine de graines. Pas besoin de musique pour cultiver la terre, gronde le père. Si son cas semble désespéré pour devenir son égal en tant qu'agriculteur, au moins lui a-t-il transmis quelques petits talents de chasseur.
Pas suffisant pour nourrir une famille, rectifie le père. En effet, son activité favorite le porte sur la pose de pièges au petit gibier. Il s'applique à capturer des rats des champs, des écureuils, des lièvres. Sa persévérance est récompensée le jour où un agouti de plusieurs kilos se prend la patte dans un de ses pièges. Il ignore tout de cet animal. Il ignore qu'il peut mordre. Comment en venir à bout sans hache ni bâton? En le piétinant. Mais à chaque tentative exterminatrice, il dérape sur le pelage lisse et s'étale les quatre fers en l'air. La lutte dure jusqu'à ce que le berger bétain, dont les bovins paissent à proximité, vienne à son secours et tue l'agouti. Par la suite, le même bétain lui apprend comment débusquer une pintade et l'assommer d'un seul coup de bâton sans lui laisser le temps de prendre son envol. D'après les normes sociales des Sénoufos, il est non seulement paresseux, mais poltron. Il répugne à entrer pieds nus, à cause des morsures quotidiennes, dans une forêt infestée de serpents. Il redoute par-dessus tout les attaques des êtres malveillants transformés en vipères ou en cobras pour atteindre leurs victimes. À ces morsures-là, personne ne survit. À la crainte du serpent s'ajoute la peur de la panthère tapie au sommet des grands arbres. En quête d'animaux domestiques, celle-ci surveille les allées et venues des paysans. Il lui arrivait de fondre sur l'un des chiens et de disparaître sans laisser de traces. Personne n'ose affronter la panthère à découvert avec le fusil indigène à la poudre noire, mélange de charbon de bois résineux, de soufre et de carbure. Quelques rares chasseurs, parmi les plus expérimentés, la pistent dans la brousse à partir des restes de sa proie. Pendant qu'elle s'abreuve à un point d'eau, le plus audacieux fixe au bout de son canon quelques morceaux de viande reliés à la gâchette par une ficelle. Si ce piège s'avère dangereux pour la panthère, il n'est pas exempt de risque pour l'homme, vu qu'il n'existe aucune parade à l'attaque fulgurante d'une panthère blessée. Quant aux hyènes qui peuplent les environs du village, leur présence terrorise les enfants de retour des champs. Le soir, aucun d'eux n'a le cœur à jouer les éclaireurs ni à fermer la marche. Et dès 19h, tous les propriétaires d'animaux domestiques rentrent à la hâte chèvres, moutons, ânes, chevaux et vaches dans l'étable ou l'enclos. Pour protéger les génisses dans les parcs, des hommes armés de haches, de flèches, de gourdins, de fusils, montent la garde toute la nuit, tout en sachant qu'aucun bataillon de vigiles ne pourrait suffire à capturer des tigans FE accent aigu BI métamorphosés en hyènes capables d'ouvrir les portes verrouillées et d'emporter les animaux les mieux gardés. Agents du mal absolu, ces hommes et femmes des ténèbres sont également redoutés pour manger les âmes. Zeplé, un fiefé coquin, sème et exploite à son profit la peur omniprésente. Cette crapule défraie la chronique. Originaire de Mpébougou, sa réputation de gredin et d'escroc dépasse la frontière du canton. Il est passé maître dans l'art de déjouer les pièges qu'on lui tend. Un soir, il se rend chez son ami Zéton sous prétexte de lui acheter un mouton. « À combien peux-tu me vendre le mouton blanc, Zéton ?» Zeplé, mon ami. Tu sais que les temps sont durs en ce moment. Le sel gemme indispensable à l'engraissement du troupeau se fait rare. Il n'a jamais été aussi cher. Je dois me rendre personnellement au Soudan pour en chercher. Ce mouton te coûtera 20 coris, soit 2 tines de mil, prix d'ami. Mais voyons, mes récoltes ont été désastreuses. Et mes 2 fils sont en basse-côte depuis bientôt 1 an. Le Sanguélébara, en me les prenant, m'a privé de mes bras valides pour défricher une nouvelle parcelle. Mon champ actuel est épuisé en sels minéraux. Allons. Cède-le-moi à 10 coris, soit 1 tine de mil ton mouton. 20 coris ou 2 tines. À prendre ou à laisser, tranche Zéton qui refuse de partager la mangue en deux. Zeplé s'en retourne, écumant de rage. La nuit suivante, un concert assourdissant de bêlements réveille le village. Une hyène se livre à un rapt dans la bergerie de Zéton. On sonne précipitamment l'alerte. Les femmes et les enfants se terrent au fond des cases. Les hommes armés accourent, encerclent la bergerie et s'apprêtent à donner l'assaut. La hyène prisonnière ne leur échappera pas, elle vit ses derniers instants. Or dans cette foule excitée, 2 jeunes gens devinent que c'est leur oncle Zeplé qui se trouve à l'intérieur de la bergerie, pris à son propre piège. Bon sang ne saurait mentir. Les 2 colosses se postent de part et d'autre de la porte bloquée, brandissant chacun une lourde hache tranchante, non pour trucider l'oncle hyène, mais pour lui offrir une sortie de secours et berner tous les assaillants. Un volontaire sans malice se propose d'ouvrir la porte avec un pied de biche. La porte cède.
Crac. La hyène fait voler le pilon entre les jambes du malheureux, à l'endroit le plus sensible de sa personne. La douleur l'aveugle et le cloue sur place, suffocant, les deux mains crispées en coquille sur son vananga. Il envoie 36 chandelles tandis que la hyène, d'un bond accompagné d'un dernier hurlement, se fond dans les ténèbres de la brousse. À part les neveux, chacun se perd en vaines conjectures. Jusqu'au matin en épilogue sur l'inconcevable évasion du carnassier, prisonnier, cerné, livré aux armes du village, à la hache de deux garçons vigoureux et, cependant volatilisé dans la nuit noire, au nez et à la barbe de tous. Comment se douterait-on que le prédateur acculé dans sa retraite doit la vie sauve à la complicité maligne des deux filous? Aux aurores, une fois sa forme humaine recouvrée, Zeppelin conserve de son activité nocturne la plaie béante qu'il s'est faite au front en fonçant dans la porte close de la bergerie. Le vieillard garde le lit plusieurs semaines, et les troupeaux ont autant de répit. Le souvenir de cet incident anéantit le courage de Luguzanga lorsque son père, par les nuits sans lune, l'amène chasser à la lampe au carbure. Dès que la torche capture dans son faisceau les prunelles phosphorescentes d'un animal, son père d'un cygne lui intime l'ordre de rester immobile. Alors s'engage une course-poursuite entre l'animal cherchant à détourner son regard de la lumière et son père cherchant à se rapprocher au plus près, à bonne distance de tir. Parfois cette course-poursuite dure des heures. Il arrive que l'animal s'intercale entre son père et lui, et qu'il se trouve dans la ligne de mire. Immobile dans les ténèbres, il meurt d'une double terreur d'être attaqué. Attaqué par un fauve. Attaqué par des tigans FE accent aigu BI, mangeurs d'âmes insatiables. Il rentre au petit matin, bredouille le plus souvent. Malgré l'épuisement, l'enfant a du mal à trouver le sommeil, tant il appréhende les cauchemars récurrents peuplés d'esprits assassins qui le guettent et le poursuivent partout. Et il redoute leur subterfuge dès que tombe le crépuscule. Un soir, son père leur demande à lui et Suleiman de rentrer seuls au village. Lui doit suivre le cours de la rivière l'Eraba, pour pister la gazelle qu'il a blessée la veille. Il se résigne à affronter, seul dans la brousse, le royaume dangereux des ténèbres que se partagent les fauves et les entités criminelles. À mi-chemin, au confluent des deux rivières qui encerclent le village, ils entendent rugir au loin une panthère. Dans leur course éperdue vers le village, des branches les agrippent, les griffent, les entravent. Tout devient menace. Tout se fait danger. Soudain l'horreur les fige dans leur élan, cheveux dressés sur la tête, cris muets dans la gorge. Les feux gigantesques et intenses embrasent la nuit, incendient le ciel. Monstrueux, ils s'élèvent au-dessus des grands arbres pour se livrer de cime en cime à une effroyable danse macabre et célébrer le sacrifice imminent de deux enfants sans défense. C'est un rassemblement nocturne de tigans FE accent aigu BI, qui a pris l'aspect de flammes pour subtiliser leurs deux âmes. Ils se rapprochent inexorablement. Que faire sans son père? Fuir. Fuir plus vite et plus loin. D'instinct, ils reprennent leur course folle, collés l'un à l'autre dans le sentier trop étroit. Les langues incandescentes s'apprêtent à happer ces deux vies. Ils s'attendent à mourir d'un instant à l'autre avant d'atteindre le village, leur souffle aspiré par les tigans FE accent aigu BI, leurs deux corps livrés aux fauves. Le moindre effleurement d'herbe, le plus léger contact de branche est assassin. Pour comble de tragique, un écho de voix venues d'outre-tombe décuple leur panique, s'élève dans le lointain, se propage dans leur direction comme un message funèbre, alors qu'à leur trousse s'activent les feux toujours plus intenses. Pris en étau entre deux périls mortels, ils foncent droit devant eux, mus par l'énergie du désespoir. Leurs jambes se dérobent. Suleiman trébuche sur une souche, Luguzanga l'aide à se relever. C'est à ce moment-là qu'ils perçoivent le bruit cadencé des pilons. Le village n'est plus très loin. Un jeune couple fait son apparition. Ils reconnaissent Zantio et Zana qui les saluent et leur demandent s'ils ont vu les feux follets. Sauvés. Ils parcourent les derniers 200 mètres qui les séparent du village. Des feux follets. Ils ont cru voir des feux follets. Quelle inconscience. Tout en déplorant le manque de discernement des deux jeunes gens, Luguzanga en conclurait que si l'amour rend aveugle, il offre en échange une protection contre les mangeurs d'âmes, ces tigans FE accent aigu BI qui ont une prédilection toute particulière pour lui, l'orphelin. Dans la journée, c'est la lassitude et la fatigue qui viennent relayer les frayeurs de la nuit.
La culture attelée est inconnue dans l'ensemble du canton de Taguara. De toute manière, utiliser des bêtes pour travailler la terre serait considéré comme le plus grand des sacrilèges et la plus coupable des paresses. Lui, il ne sait toujours pas, à l'issue de 2 années d'apprentissage, se servir de la daba qui lui blesse les mains et lui casse le dos comme au premier jour. Les autres enfants de son âge, y compris Suleiman, plus jeune, travaillent maintenant avec aisance et efficacité. Au moment de la floraison du maïs, il se relève à tout instant, seul à souffrir de dermatose, et il se lacère la peau pour tenter vainement de soulager les démangeaisons insupportables et lancinantes qui parcourent son corps. Cette attitude excède son père. À 7 ans, il n'a plus aucune envie d'aller à la chasse à des heures où tout le village dort tranquillement. Il n'a plus envie d'affronter les chimpanzés et les gorilles lors du gardiennage du champ. Il n'a plus aucune envie de recevoir des gifles et des fessées chaque fois qu'il cultive mal ou qu'il déserte son poste, laissant les singes détruire les jeunes épis de maïs et de mil. Chapitre 2 – Le secret. Or, un soir de cet été 1956, le chef de village se présente chez son père. L'autorité coloniale lui assigne l'ordre de fournir un élève à l'école primaire publique de Socoroni, située à quelques 40 km du village. Désigné d'office pour fournir cet élève, son père n'a d'autre choix sous peine d'emprisonnement que d'accepter. Il est bien évident que les chefs de village dispensent leurs propres enfants. Tous ignorent le rôle de l'enseignement et veulent échapper à cette institution du blanc qui les effraie et les affole. L'obligation de se séparer de Luguzanga, voire le perdre, équivaut à la sanction suprême pour le père. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce malheur alimente toutes les conversations. Les ennemis du père jubilent. Porcio, cousine du père et voisine de case, fait une prière aux ancêtres. Elle leur rappelle qu'il n'a ni frère ni sœur. Pour cette raison, ils ne doivent pas permettre à naviguer, le blanc de l'enlever. Le statut d'enfant unique sans autre protection que celle de Dieu, Clay, n'est pas de bon augure en ces temps de familles nombreuses. Un grand mystère plane et alimente les racontars, les peurs sèment le trouble dans les esprits. Comment le blanc, ou plutôt naviguer, comme on le nomme communément chez les Sénoufos, a-t-il pu deviner l'existence de Luguzanga? L'état civil est inconnu. À l'insu de tous, le grand-père, de passage à Bobo pour sa maigre pension, a fait établir l'extrait de naissance du petit-fils né un jour plus tôt. Il ne figure pas davantage sur les cartes de recensement, très incomplètes, établies en vue de vaccination collective contre les grandes endémies. Si la date d'un tel rassemblement est connue à l'avance, les chefs de famille cachent la moitié de leur descendance dans les champs et dans les bois. Sinon tout casque colonial aperçu de loin en loin signale, à l'insu du blanc, son arrivée inopinée. Aussitôt hommes, femmes et enfants confondus disparaissent dans les forêts. Ne restent au village que les vieillards et les invalides. La scolarisation arbitraire de son unique fils rappelle au père des souvenirs terribles de la conscription lors des 2 guerres mondiales. L'arrivée du blanc transporté en hamac de village en village annonce alors des travaux forcés au compte du Sanguelebara, ou pire, l'enrôlement sauvage des jeunes gens aptes à combattre dans le corps des tirailleurs sénégalais des troupes françaises. Pour échapper à ces razzias, les garçons dès 16 ans s'enfuient en basse-côte, cherchant refuge dans les forêts vierges ou dans les champs de cacao et de café. Ils reviennent au village une fois la période de recrutement passée. Il arrive que quelques malheureux se fassent prendre en Côte d'Ivoire. Ces rafles donnent lieu à des offrandes multiples à l'esprit des ancêtres et à l'ange gardien de chaque jeune homme capturé puis enrôlé de force. On les implore de protéger le malheureux des mauvais esprits, pour qu'un jour il nous revienne bien vivant à la maison. Les jeunes filles terrorisées pleurent et crient. Le propre grand-père de Luguzanga est un poilu de la Première Guerre mondiale. Chacun se souvient de l'épisode dramatique de son enrôlement. Pélignan est en fête. C'est Porquibé, le vendredi le plus sacré en pays sénoufo. La première des 2 cérémonies d'adoration en l'honneur de Kundo, la divinité qui protège contre les tigans FE accent aigu BI, débutera ce soir même à 22h. Le rite repose sur Sigina et 5 autres de ses camarades du même âge, de jeunes gens de 18 ans qui attendent d'autres initiés de plusieurs autres villages, Sayaga, Sontru, Mpebougou, Bayorbougou et Sarkandiala. Pour l'instant le village dort.
Les femmes ont passé plusieurs nuits dans la brousse et dans les cours d'eau pour délimiter leur territoire d'amandes de Loki, de BWI, de Néré qui constitueront les réserves annuelles de beurre de karité, de savon et de cicéret, l'épice de base. Or, tout travail champêtre est strictement interdit en ce Porquibé, et ce n'est qu'au premier chant du coq que les femmes transgressent la règle, rentrent avec leur cueillette nocturne de noix de karité, de graines sauvages. Voici qu'elles tombent nez à nez sur des soldats et des gardes embusqués dans le feuillage et les lianes de la rivière Luolo. Elles sont immédiatement faites prisonnières pour les empêcher d'alerter les habitants sur cette présence insolite. Quand au deuxième chant du coq, le clairon sort brutalement le village de sa torpeur, il est déjà trop tard pour prendre la clé des champs. Des gardes-cercle surveillent l'issue de chacune des cases qui abritent le grand-père Sigina et ses camarades. Menottés, les malheureux sont conduits sur la place du village puis escortés par les hommes en armes vers Bobo, la deuxième ville où sévit le pouvoir colonial. Les femmes pleurent, les hommes prient. L'examen des viscères d'un poulet offert en sacrifice à Kundo révèle la désapprobation de la divinité à l'encontre des femmes du village d'une part, coupables d'avoir rompu la trêve de ce jour sacré en continuant leur cueillette au-delà de minuit, et à l'encontre des hommes du village d'autre part, tout aussi coupables d'avoir laissé poursuivre cette cueillette sans intervenir à l'heure prescrite. Kundo accepte le sacrifice d'apaisement d'une chèvre, et révèle que tous les jeunes gens reviendront sains et saufs du pays du blanc. Mais jusqu'à la fin de la guerre, les familles restent sans nouvelles de leurs fils, de leurs frères, de leurs maris. Tout au plus, 2 ans après la razzia circulent des rumeurs. Rumeurs avérées de la révolte des Bois-Bas contre la conscription, rumeurs orchestrées sur la mort du grand-père. Le chef de canton saisit l'opportunité de ce ragot pour obliger la grand-mère à abandonner ses 2 enfants, le père de Luguzanga et sa tante Corsio, et à épouser un membre important du village d'Utila. De cette union naissent 4 garçons. À la fin de la guerre, comme Kundo l'avait prédit, le grand-père revient au village. Jinigneyeme le rejoint. Il a bien changé, s'est converti à l'islam. Il prédit de grands bouleversements dans la société sénoufo. Bouleversements dans la construction, la culture, les règles du mariage. À écouter ces prophéties, la grand-mère imagine-t-elle ainsi l'avenir de son pays, elle qui n'a jamais vu l'Europe? Sans doute. Elle s'appelle Jinigneyeme, connaissance du monde. Luguzanga ne peut se douter que ce prénom anticipe un enseignement universel, lui qui ignore tout de l'école, comme l'ensemble de la population. Mais en dehors de toute considération humaniste ou philosophique, il retient une chose pendant l'entretien du chef de village avec son père. Il va abandonner les travaux de la terre. Il va abandonner la daba. Cette perspective l'enchante. Dès lors, il souhaite ardemment son départ, fût-ce vers un inconnu inquiétant, incertain. Mais il prend soin de dissimuler ses sentiments de crainte que son vœu n'échoue. À quelque temps de là, au cours d'un repas, son père déclare d'un air entendu qu'il se soumettra à la sentence. Il le conduira à Sokoroni, village situé à une dizaine de kilomètres de la frontière soudanaise, pour le présenter au directeur de l'école. Mais il ne rentrera pas tout seul au village. Ils reprendront sur l'heure, le père et le fils, le chemin du retour. Il tient sa revanche. Comment feras-tu? S'étonne le voisin et époux de la cousine du père. Je dirais que mon fils est sourd et muet. Le directeur en personne se verra contraint de renvoyer Luguzanga et de le déclarer à jamais inapte. Le tour semble joué d'avance. Convaincu d'une issue heureuse, Porcio encourage l'enfant. Tu vois? Il ne faut pas désespérer. L'esprit de nos ancêtres a inspiré ton père en lui insufflant ce stratagème. Il est strictement interdit à un enfant de parler en mangeant. Il fait oui de la tête, tout au bonheur de savourer la sauce de gombo. Depuis sa tendre enfance, c'est son grand-père Sigina qui joue le rôle de précepteur. Il se plaît à lui transmettre son savoir, il aime l'écouter. Il est curieux de tout apprendre, avide de tout comprendre. Il lui demande un jour s'il connaît la légende de la grandeur puis du déclin de Soubon. Non. Grand-père. Dis-moi. Écoute petit. Cette histoire, c'est l'histoire de ton village. Depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu à 20 km à la ronde, de village plus important que Soubon. Il faillit s'éteindre et disparaître, annexé par la forêt vierge et les fauves.
Férus à la fois de Tigambé accent aigu et de science, les hommes de Soubon avaient acquis tant de savoir qu'ils se sentirent autorisés à défier le dieu des Sénoufos. Ils lancèrent des pilons au ciel pour le repousser et étendre leur propre influence. Hélas! Leur savoir ne laissait aucune place au doute, à la morale, à l'humanisme, car Tigambé accent aigu, ce mal absolu, avait investi tous les esprits, si bien que leur arrogance causa leur perte et celle de Soubon. Un jour 2 vieillards, imbus de leur science et prisonniers du mal eux aussi, péroraient à propos de tout et de rien, assis sur un banc de bois. Vînent à passer devant eux une femme enceinte qui revenait du marigot, une jarre d'eau fraîche sur la tête. Une violente dispute opposa les 2 vieillards sur le sexe de l'enfant à naître. Un garçon, affirme l'un. Une fille, éructe l'autre. Le ton s'envenima. Chacun se voulait infaillible. Leur outrecuidance se mua en folie meurtrière. Ils commirent l'irréparable. Ils ouvrirent le ventre coupable de garder le secret. Le mari de la jeune femme suppliciée s'enfuit loin de ce lieu maudit, et fonda le village de Pélignan. Peu à peu les gens désertèrent Soubon. Il ne resta plus que 3 familles. Clé, le dieu des Sénoufos se vengeait. Il exigea d'énormes sacrifices, avant que de revenir sous une forme nouvelle. Il enseignait aux villageois ce que Luguzanga apprendra de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le grand-père s'interrompt quelques instants puis reprend. Luguzanga, demain c'est le 54e marché, le dernier marché de l'année. Maintenant sais-tu pourquoi c'est le plus important? Oh oui grand-père. Ce jour-là précède la fête en l'honneur de Clé. Tout le monde vit dans l'effervescence des préparatifs. Le grand-père oublie-t-il l'école? Il n'en souffle mot et Luguzanga ne rêve qu'au marché et à la fête qui lui succède. Sillonnant les pistes de brousse en file ininterrompue, les gens affluent de toutes parts du Soudan, de la Côte d'Ivoire. Les uns apportent des céréales, d'autres du manioc, des patates douces, des ignames, d'autres encore des outils, de la poterie, des cotonnades. Ces cotonnades se vendent à prix d'or car la fête exige que les jeunes gens arborent des vanangas et des vandignes tout neufs, en guise de cache-sexe et de haut. Les marchands de chèvres, de moutons, de volailles prennent d'assaut leurs emplacements habituels au milieu des bêlements et des gloussements. Des femmes attisent les feux qui vont cuire les galettes de mil et les beignets de haricots, assises à côté de poêles en terre cuite, œuvre de nos forgerons. Dans ce brouhaha et ce tumulte, des éclats de voix et des rires de plus en plus sonores signalent çà et là l'emplacement des vendeuses de dolo. La bière de mil ainsi vendue commence à échauffer les esprits. D'âpres marchandages, d'interminables conciliabules se tiennent autour de pichets de vin de palme, à l'ombre des fromagers, des figuiers, des manguiers. Avec la montée du soleil, les pagnes et les vandignes colorées des femmes et des hommes font de cette foule mouvante un kaléidoscope géant. Habituellement après les marchandises on échange les commérages. Rencontres, disputes amoureuses, réconciliations, empoisonnements. Mais ce jour-là, c'est la terrifiante nouvelle du départ de Luguzanga pour l'école qui alimenta toutes les conversations. Les gens en parlent entre eux par petits groupes et à voix basse, comme s'il s'agissait du plus grand drame du siècle. On observe le père à la dérobée. En apprenant la catastrophe, les 2 tantes, les épouses de Gnudege et de Tiona, viennent en larmes les saluer. Elles se lamentent qu'un tel malheur se soit abattu sur Luguzanga, pauvre petit orphelin. Pour les consoler, le père les met dans la confidence de la comédie éclair qu'ils vont jouer devant le directeur de l'école. Le personnage d'enfant sourd-muet les amuse beaucoup. Elle ne doute pas du succès de cette farce. Luguzanga y tient le premier rôle, mais personne ne lui demande son avis, ni ne s'inquiète de la façon dont il va jouer le personnage. Pour l'heure, lui, pense aux tâches qui lui incombent pour les préparatifs de la fête en l'honneur de Clé, le nouveau dieu. Chacun, selon son âge, ses talents, ses capacités, se voit attribuer un travail bien défini. L'après-midi, les enfants vont à la rivière chercher du kaolin blanc, rouge et bleu indigo. Parmi les adultes, les initiés décorent la case abritant l'autel d'une multitude d'idéogrammes colorés. Ils nettoient la place rituelle sous le grand manguier. Les femmes préparent du couscous de fonio, de la galette de pois de terre, des frites de patates douces, des ignames sautés à l'huile de karité, du tau, sorte de pâte de mil ou de maïs. La nuit de repos est courte. Dès les premiers chants du coq,
l'atmosphère des grandes fêtes plane déjà sur le village pris d'assaut par l'arrivée massive de parents et d'étrangers venant de tous les horizons, tandis que sur la place on attache à des pieux de fortune les chèvres, les poulets, les chiens sacrificiels. Au milieu des bivouacs se dresse bientôt une multitude de foyers faits de 3 pierres. Les jeunes filles parées de bijoux s'affairent. Les unes allument des feux, les autres vont puiser de l'eau fraîche au marigot. Des senteurs de riz, de poisson, de viande, d'épices emplissent l'air. Les hommes se ruent vers les tchilphébis qui lisent dans des coris blancs le sort de chacun. On s'assure de n'avoir rien sur la conscience avant d'apporter une offrande. On consulte pour soi et pour sa famille. Les voies du tchilfolo étant impénétrables pour les Blancs, ils le surnomment charlatan. À l'heure des offrandes, le cloufolo sort du village escorté de 2 assesseurs. Il traverse le cercle des musiciens, se dirige vers la case de la divinité protectrice. Il s'assied à gauche de la porte. Les assesseurs placent devant lui les 2 couteaux plantés à l'entrée. Un couteau réservé aux volatiles, un couteau réservé aux autres animaux. Les cérémonies sacrificielles commencent aussitôt. Une file interminable se forme. Chacun apporte une offrande, un poulet, une chèvre, un chien et tous un plat de riz accompagné de sauce. Avant d'immoler l'animal, le cloufolo le présente en offrande à clé. On dépose sur l'autel le sang et une poignée de riz. L'animal sacrifié est jeté à terre. La position dans laquelle la mort le fige recèle les augures déchiffrés par le devin. Les viscères à leur tour livrent d'autres messages. Pendant que les musiciens jouent des airs à la gloire de Clé, des hommes transportent les animaux immolés et éviscérés sur la place. Les enfants, pour leur plus grande joie, se chargent de les nettoyer en les passant à la flamme sur des feux de paille. Les cuisinières n'ont plus qu'à les apprêter. Après la dernière offrande, le repas est servi et la fête populaire commence au rythme endiablé du balafon. De jeunes gens affluent des villages les plus éloignés. C'est au cours de cette soirée-là que se produit un événement mémorable. Un engin à 2 roues mobiles propulsé par la force des jambes fait son apparition. Les danseurs délaissent la danse. Les musiciens dépités cessent de jouer. Une foule ébahie et admirative s'agglutine autour de cette prodigieuse machine venue du pays du Blanc, de la Côte d'Ivoire. Chacun se perd dans la contemplation de ce fabuleux moyen de locomotion qu'Alidou, son glorieux propriétaire, a chevauché de Kotoura jusqu'à Soubon. On attribue à cette machine, objet de toutes les convoitises masculines, le nom prestigieux de Néguesso. Néguesso, le cheval de fer. Si les hommes jalousent secrètement Alidou, la gent féminine s'extasie, folle d'admiration, bruyante, incrédule. Comment Alidou peut-il tenir en équilibre sur 2 roues ? Luguzanga aussi, partage l'émerveillement collectif. Et ce soir-là, il se fait une promesse. Un jour, coûte que coûte, il fera l'acquisition d'un cheval de fer. L'âne, à cette époque, est le seul moyen de locomotion chez les Sénoufos. Alors, un cheval de fer. Après cet intermède, la fête reprend ses droits. En marge des danses et du balafon, des couples se forment tout au long de la nuit. De jeunes gens s'égaillent sous les greniers, dans les recoins du village, le long des sentiers, pour se livrer au jeu de Gannet. Gannet, littéralement bâtonnet, brin d'herbe, brindille, rameau fétu de paille arraché au toit de chaume, remis à l'être désiré vos déclarations d'amour. Un geste codifié rend réponse. Garde-t-on intact le bâtonnet offert, sans le partager en retour? C'est un refus implicite, l'attirance n'est pas réciproque. Partage-t-on en 2 parties le bâtonnet? Une moitié pour soi, la seconde moitié pour celui ou celle qui vient de vous l'offrir. C'est un accord explicite, et l'aveu que le désir des 2 partenaires, à l'instar du bâtonnet, est partagé. Le couple se constitue. Aussi longtemps que la jeune fille n'a pas trouvé sa moitié, la quête amoureuse se poursuit, avec la même gestuelle érotique, faisant l'économie du verbe, épuré à l'extrême, paritaire et codifié par Gannet. La conception sénoufo de la vie conjugale encourage chaque fille à marier, à tester chaque prétendant durant une semaine de vie commune au domicile de ce dernier. Il est d'usage et de bon ton de multiplier ces expériences conjugales in vivo, dont le but ultime vise à optimaliser les chances de réussir la meilleure union possible, union qu'une progéniture nombreuse enrichira. Cette période transitoire d'expérimentation peut durer plusieurs années.
La règle est connue et respectée de tous, le rituel immuable. Pour chaque aspirant, le rendez-vous s'amorce chez les parents de la jeune fille et se conclut au domicile parental du jeune homme où elle s'installe pour une semaine entière. Ce séjour constitue une phase d'exploration en 3 points. Compatibilité d'humeur avec la belle-mère. Ardeur du jeune homme au travail. Prouesse au lit du futur mari. La semaine écoulée, le jeune homme raccompagne la jeune fille chez ses parents. À la lumière de cette expérience vécue, la jeune fille sait, sans en souffler mot, s'il lui sera ou non possible de vivre en bonne harmonie avec cette belle-mère, initialement une inconnue, avec laquelle elle vient de partager toutes les tâches quotidiennes. Elle sait encore, pour avoir observé le comportement du jeune homme jour après jour, s'il est un bon cultivateur, assidu, matinal, assez courageux pour nourrir une famille. Enfin, au cours des ébats nocturnes, elle a eu tout loisir de prendre la mesure de l'habileté de son partenaire, de sa force, de son imagination, de son goût et de son talent pour les choses de l'amour. Quand la jeune fille a arrêté un choix définitif, sans révéler à quiconque le nom de l'élu, elle informe ses parents de sa décision. Ceux-ci peuvent alors se préparer pour le jour du mariage. Un seul jour nuptial dans l'année est commun aux jeunes filles du village. À la date fixée, tous les candidats se présentent au domicile de la jeune fille, chacun apportant la dot symbolique, un panier de riz, une poule blanche. Tenus dans l'ignorance du choix, ils attendent le verdict. La jeune fille, coquette, espiègle, entretient le suspense. Elle s'approche de l'un d'eux, se ravise, se dirige vers un autre, fait volte-face, aguiche un troisième, inspecte une dot, feint l'indécision. Puis soudain, virevoltant, elle saisit le bon panier qu'elle place devant son père. Son choix est fait. Tous les candidats évincés se lèvent et remportent sans haine, ni amertume, les dots refusées. Seul reste sur les lieux l'heureux élu. Le père présente aussitôt le couple à Kouloubi, la divinité des ancêtres. Il immole la poule blanche sur l'autel. Par cette offrande, il demande à Kouloubi la protection du couple, son bonheur et une progéniture nombreuse. Aucun document officiel ne scelle cette union. Au cas où la jeune femme veut la rompre, avant de partir, elle se soumet au rituel du divorce, c'est-à-dire elle nettoie avec soin le foyer, après avoir ôté les cendres accumulées entre les 3 pierres. Elle vide la jarre, pour la reposer sans dessus-dessous sur le socle en terre cuite en forme de coussin. Le foyer nettoyé et la jarre retournée signifient à la communauté la dissolution du couple. Le rituel est respecté. Le divorce est consommé. Mais les voisins musulmans des Sénoufos ainsi que Navigué, l'homme blanc qui commence à imposer sa loi, voit ces coutumes d'un très mauvais œil. Il les assimile à d'infâmes débauches. Des femmes et leurs nouveaux compagnons finissent dans la prison du Blanc. Après septembre sonne l'heure des préparatifs du départ pour l'école du Blanc, l'école, cette grande inconnue dont le vocable ignoré jusqu'alors fait ressurgir de la mémoire collective les craintes liées aux exactions du colonialisme. Mais que s'effacent les réminiscences. Dans la mémoire de Luguzanga s'est imprimé un passé qu'il aura à cœur de transmettre un jour. Le jour où la nostalgie le ramènera à cette civilisation méconnue et méprisée, infiniment secrète, qui fut et restera la sienne, une civilisation bâtie sur l'organisation de la famille, le culte rendu aux ancêtres, la sagesse des anciens, le respect des aînés, la protection de l'ange gardien, la voyance passée et future du devin, la vertu des hommes d'influence, la probité des hommes de savoir, l'entraide des habitants au sein du village, la protection de la faune et de la flore, la richesse de la tradition orale. Avec octobre, l'actualité exige du père l'exécution de la cruelle sanction, l'école. La rentrée a eu lieu depuis quelques semaines. Arrivé un mois en retard, il sera sans doute la dernière recrue. Le père lui a fait confectionner un vananga et un vandigué de cotonnade blanche avec une bande à pois gris, noir et blanc, symbole de son ange gardien, l'esprit de l'eau. Ces habits flambant neufs doivent faire bonne impression sur le directeur, une personnalité redoutée. Ils parcourent les 40 km à pied en 2 jours. Le premier jour ils font une halte à Pélignan, le village de sa mère, une autre à Outila, le village de ses oncles paternels. En arrivant chez sa tante à Sifarasso, il est physiquement éprouvé. Il a parcouru 15 km d'une traite. Ses pieds enflés font peine à voir. À l'entrée de Sifarasso,
Une bande de garçons qui s'exercent à la lutte veulent tester sa force et demandent à son père la permission de se mesurer à lui. Il est d'usage pour être admis dans un village d'affronter tous les garçons de son âge à la lutte. Le refus catégorique de son père lui permet d'échapper à une bagarre improvisée, dont l'issue le panique, vu son état d'épuisement. Sa tante les héberge pour la nuit. Le lendemain, après un bon petit déjeuner de galettes de mil dans du lait caillé, ils reprennent la route pour Socoroni. À chaque halte, son père révèle à leurs hôtes tous les détails d'une comédie audacieuse qu'il va jouer à ses risques et périls, avec la complicité tacite de son fils. Cette supercherie peut lui coûter 1 an de travaux forcés pour crime de lèse-administration coloniale. Mais leurs parents confiants l'encouragent. Tous l'approuvent et tous attendent avec impatience leur retour dans les heures prochaines. Chemin faisant, pour la dernière fois, son père lui fait ses recommandations. « Prends bien garde, Luguzanga. Tu ne dis pas un mot. Tu n'ouvres pas la bouche. » Il acquiesce. Ils arrivent devant l'école, un imposant bâtiment en pisé blanchi à la chaux couvert d'un immense toit de chaume. Un homme grand, fort élégant, d'un noir d'ébène, portant des cicatrices ethniques de type bobo les accueille. Son père endosse son rôle avec une belle conviction. Il déplore le handicap de ce malheureux fils qui l'accompagne, et qu'il se voit contraint de ramener avec lui au village. À regret bien sûr. Mais que pourrait-on d'un enfant sourd-muet ici, à l'école, loin de sa famille? Monsieur Sanusiaka écoute en silence la longue tirade, et se contente de hocher la tête par intermittence. A-t-il ou non détecté la supercherie? Luguzanga espère de tout son être qu'il ne sera pas dupe. Dès que son père a fini de parler, Monsieur Sanusiaka l'appelle par son prénom. Luguzanga. Anne. Furieux, le directeur montre la porte au père qui disparaît sans avoir pu lui dire au revoir. Chapitre 3 Le choc. Il attendit tout seul la fin des cours, assis sous d'immenses manguiers. Dès que retentit une cloche assourdissante, les 3 classes se vidèrent précipitamment et tous les élèves prirent la direction de la rivière. Il leur emboîta le pas. La plupart portaient une gourde gravée à leur nom au moyen d'un tison. Ce fut sa première leçon de jardinage. Les enfants s'alignèrent en file indienne entre la rivière boueuse et les planches de tomates, de choux, d'oignons, de carottes. La file des jardiniers devait passer devant une rangée d'élèves du cours moyen beaucoup plus âgés qu'eux, armés de fouets et de bâtons. Soudain, les coups de fouet et les coups de bâton se mirent à pleuvoir sur les porteurs d'eau qui arrosèrent les planches dans un mouvement de course incessant. Comme ses compagnons d'infortune dépourvus de gourde, il dut aspirer l'eau avec sa bouche. Mais au retour, avant même qu'il n'atteignît la première planche de légumes, une gifle portée à toute volée sur ses joues gonflées faisait gicler sa collecte douloureusement gaspillée. D'autres élèves dans cette course éperdue glissaient sur le sentier détrempé, les gourdes se brisaient. Le jardinage se poursuivit tard dans la nuit. Avant de mettre un terme à la corvée, les gardes-chourmes du cours moyen rassemblèrent tous les 100 gourdes pour leur infliger une dernière correction. De retour à l'école, les élèves se dirigèrent vers la cantine, 3 foyers de pierre installés à l'air libre. Ils allèrent chercher à la queue leu-leu, un petit plat de thau arrosé d'une sauce de gombo insipide. Luguzanga ne put rien avaler. Son père n'avait prévu ni tara, lit en bambou ni couverture. Il dormit à même le sol. Il se réveilla le lendemain, souillé par les urines de ses petits voisins incontinents. À 8 heures tapantes, le ventre vide, il rejoignit ses camarades devant la salle de classe. Les élèves avancèrent en colonne par 2, et formèrent un demi-cercle autour d'un mât. Ils hissèrent le drapeau tricolore en entonnant la Marseillaise. Du bout de ses lèvres muettes, il s'appliqua à copier les mouvements des lèvres de ses camarades. Il ne comprenait pas un seul mot de français. Il prenait le drapeau pour le clay du blanc, et la Marseillaise pour la prière qui lui était consacrée. Plus tard, il apprit qu'il représentait le pouvoir suprême. Au lever des couleurs, tous les voyageurs venant à passer sur la route jouxtant l'école devaient s'immobiliser là où ils se trouvaient sous peine d'une semaine de travaux forcés rendus à l'école ou au cercle, circonscription administrative la plus proche. Après avoir rendu les honneurs au drapeau, il découvrit la salle de classe du cours préparatoire où s'entassaient environ 150 élèves. Le maître lui assigna une place sur un banc parmi quelques 7 autres camarades,
et lui attribua une ardoise et une craie. Les cours débutèrent par la leçon de lecture qui lui parvint comme une longue litanie d'onomatopées. Pour la leçon d'écriture, le maître l'assista personnellement. D'emblée il prit goût à la graphie des lettres de l'alphabet, et finit par trouver l'exercice fascinant. La leçon de chant avec frère Jacques lui donna l'occasion de perfectionner sa gymnastique labiale et sa technique de synchronisation. Il ouvrit et ferma la bouche à faune avec plus de zèle et plus d'assurance pour bien donner le change. Évidemment, à la longue cette situation de mime pouvait s'avérer périlleuse. Par bonheur, il découvrit la présence d'un cousin de Pélignan dans sa classe. Pendant les récréations, Adama lui apprit tous les chants déjà enseignés. Il l'aida à prendre ses marques et le mit en garde contre le symbole, un morceau de bois suspendu à un lien de coton. Le symbole dénonçait à la barbarie des maîtres les malheureux qui avaient commis l'infraction de s'exprimer en sénoufo, fût-ce un seul mot, échappé par mégarde ou intraduisible en français. Tous les matins avant les cours, les maîtres des 3 classes réunissaient les porteurs du symbole et leur infligeaient une série de coups de fouet. Les sévices corporels érigeaient la délation en principe éducatif. En conséquence, les séances quotidiennes de flagellation se répétaient jusqu'à ce que la victime qui les subissait réussît à piéger la victime qui lui succéderait. Auquel cas, le condamné de la veille accablait le condamné du lendemain en lui jetant aux pieds le collier infamant au cri victorieux de « symbole ». Mais pour débusquer ce coupable, la traque exigeait beaucoup de temps, de ruse et de persévérance. Tous les enfants restaient sur leur garde, parlaient tout bas entre eux, déléguaient des vigiles, tandis que le porteur du symbole, veilleur de nuit, silencieux, traître et solitaire, rôdait dans l'ombre des manguiers, espionnait, l'oreille aux aguets. Le spectre du symbole fit de leur langue maternelle une langue morte, si bien que 2 mois après la rentrée, ils parlaient tous correctement le français. C'est alors que le barème des fautes d'orthographe entra en vigueur et institua le sadisme, comme autre grand principe d'éducation à Socoroni. Un quart de faute valait un coup de bâton. Une faute entière valait 4 coups de bâton. Le fatidique 0/10 entraînait l'application du châtiment suprême. Le cancre, solidement maintenu par 4 élèves, recevait des coups de fouet sur tout le corps. Cris, pleurs, hurlements s'entendaient à des lieues. L'éducation nationale ne gagna pas en prestige et Sade fit des émules. Yalémé, un petit camarade du cours préparatoire, avait pour habitude de répondre à ceux qui quémandaient un peu de nourriture. Quand les poules auront des dents, les élèves du cours moyenne eurent vent de cette facétie. À l'occasion d'une séance de jardinage, ils envoient donc Yalémé chercher des dents de poule dans la forêt avoisinante. Il revient quelques instants plus tard avec une racine de chien-dent. 4 gaillards vigoureux et réfractaires à l'humour se jettent sur le petit farceur. Les uns lui ôtent ses vêtements et le suspendent par les pieds, les autres le fouettent puis l'abandonnent à demi inconscient. À peine remis de cette bastonnade, Yalémé prit la clé des champs pour retourner vivre paisiblement auprès de son père et de sa mère, à Kotoura. Avant que de remettre les pieds à l'école, il attendit que les poules eussent des dents. Les fugues étaient fréquentes, mais chaque fois que des parents ramenaient le fugitif, celui-ci repartait aussitôt, le plus souvent en même temps qu'eux. Il empruntait simplement un itinéraire différent. Luguzanga, lui, ne pouvait pas envisager l'éventualité d'une fugue. D'une part, il était incapable de retrouver son chemin pour Soubon, d'autre part son amour-propre l'en interdisait. Les gens de son village auraient blâmé sa versatilité. Il avait désobéi à son père en faisant le choix de rester à l'école. Il ne pouvait plus désavouer sa décision. Il avait appris très tôt à faire honneur à ses ancêtres, à tenir ses engagements. Son grand-père Sigina, son nom dit qu'il est homme de la brousse, lui avait demandé un jour. « Luguzanga, sais-tu qui est Foufoui ?»« Non, grand-père. »« Et Wezine ?»« Non plus. » Ce sont 2 grands hommes de chez nous. C'est grâce à eux que le Sanguélébara a été aboli, il y a peu. Le Sanguélébara ? C'était le travail forcé obligatoire d'1 an, auquel tous les hommes et toutes les femmes valides du pays sénoufo étaient assujettis sans être payés. Ils ne pouvaient pas refuser, grand-père ? Ou se révolter ? Se révolter. Je vois que tu es encore un enfant, Luguzanga. Contre le recrutement militaire pendant la Grande Guerre mondiale, les Boabas s'étaient révoltés. En représailles,
Des villages entiers furent anéantis par le blanc. Son grand-père Sigina lui dit les souffrances des femmes et des hommes déportés pour 1 an en Côte d'Ivoire, qui s'épuisaient dans les plantations d'EVA, harcelés à longueur de journée, roués de coups. Il lui dit les malheurs des femmes et des hommes asservis ici même, dans leur propre pays, qui recueillaient et faisaient sécher la sève blanche du fertiguer pour la conserver sous forme de boules dans des sacs en jute, et que la peur de ne pouvoir fournir les quantités de caoutchouc exigées hantait. Il lui dit le bagne des constructeurs de routes, ces hommes qui piochaient et creusaient les fossés, ces femmes qui ramenaient du gravier de la brousse dans de vastes paniers de roseaux tressés ou qui puisaient l'eau de la rivière dans des gourdes de plus de 20 litres, d'autres enfin, forçats parmi les forçats qui compactaient le mélange terre-gravier-eau avec de lourdes pièces de bois. Il lui dit l'accablement de centaines de femmes et de certains hommes, utilisés comme bêtes de somme, qui transportaient les produits agricoles sur leur tête jusqu'à Bobo sur plus de 150 km. Il lui dit encore la sauvagerie des contrôleurs de chantier, qui se livraient à des bastonnades ininterrompues si bien qu'à mi-journée des collègues plus frais devaient les relayer munis eux aussi du tripan-là. Qu'est-ce que c'est, grand-père, le tripan-là ? C'est un long fouet flexible et incassable, fait d'une verge de bovin tressée et cousue dans du cuir. Refus, révolte, refus, révolte. Pendant son sommeil cette nuit-là, son grand-père lui rendit visite. Il lui souffla à l'oreille, en sénoufo. Luguzanga, leur tripan-là et leur symbole sont 2 sceptres du pouvoir colonial. Refus. Révolte. Refus. Révolte. Abolition. En s'inspirant de l'exemple de Foufoui et de Wezine, 2 enfants pourraient peut-être obtenir l'abolition du Sangelebara à l'école. Un soir, au retour d'une séance de jardinage particulièrement éprouvante pour le corps et pour les nerfs, il se laisse convaincre par le petit Katangna de porter à la connaissance du directeur de l'école les maltraitances subies par les petits de la part des grands. Monsieur Sanou Siaka écoute leurs doléances avec intérêt et se montre compréhensif. Le lendemain soir, il délègue son adjoint sur le terrain pour vérifier l'exactitude de leurs propos et sanctionner les coupables. Arrivé sur les lieux, l'adjoint, Monsieur S. accent aigu M. Ouattara les fait appeler. À leur grande surprise, il invite 8 gaillards à les maintenir. Il leur administre lui-même une sévère correction en même temps qu'il leur demande s'ils avaient encore l'intention de jouer les mouchards. Les sanglots étouffaient leurs réponses. Avec Etatangna, ils apprirent à leurs dépens qu'il était vain d'aller contre les règles établies, les règles officielles tout autant que les règles officieuses. L'adjoint du directeur était bien entendu de mèche avec le maître du cours préparatoire. L'un comme l'autre avait peur des élèves âgés du cours moyen, qui faisaient régner la loi du plus fort. À l'insu du directeur tenu dans l'ignorance, ces brimades s'exercent dorénavant au grand jour, en toute impunité et ressuscitent à l'école les travaux forcés abolis au village depuis quelques années. Dès lors, les travaux champêtres du village parurent à Luguzanga bien moins redoutables que ceux infligés à l'école par les aînés. Mais que pouvaient les intentions abolitionnistes de 2 enfants au regard de la toute-puissance de 2 fonctionnaires félons, à l'image des 2 adjoints du directeur? Il a encore souvenance de la venue du collecteur d'impôts à Pélignan, ou de l'arrivée impromptue d'infirmiers à l'occasion d'une endémie. En hommage à ces fonctionnaires itinérants, les chefs de village désignaient des femmes pour s'occuper de leur nourriture ou de leur linge, et les plus jolies filles pour agrémenter leurs siestes et leurs nuits. Dans la casarème, de jeunes beautés allongées sur des nattes attendaient que vînt leur tour dans le lit du seigneur et maître. À la fin des séances de vaccination ou de la collecte d'impôts, tout infirmier ou tout percepteur pouvait repartir avec la ou les jeunes filles de son choix. C'est dire le prestige de ces hommes hautement respectés et craints, qui s'appliquaient à copier les manières hautaines et dominatrices du blanc sur le sol sénoufo. Lorsque le blanc prenait pied en Afrique, il s'empressait d'engager un boy. En mission à l'intérieur du pays, seul ou célibataire, les plus belles femmes du lieu étaient à son entière disposition. Le boy s'occupait de la nourriture, de la cuisine, de la boisson, du linge, du repassage. Il ventilait le maître en période de forte chaleur, balayait sa case, faisait le marché. Il le renseignait sur les mœurs, les coutumes ou les faits divers de sa communauté. En échange, outre la nourriture reçue au domicile de son maître, il jouissait d'un immense prestige au village où il se pavanait, revêtu des habits que le blanc avait dédaignés. Ainsi,
Les Sénoufos le percevaient comme un fonctionnaire à part entière et non comme un cuisinier vu que dans leur tradition l'homme ne faisait pas la cuisine. C'est à la culture qu'il se consacrait. Dans cette relation de maître à esclave, chacun trouvait son compte. Le premier était bien servi, le second mangeait à sa faim. L'ego de l'un comme l'ego de l'autre était flatté à souhait, leur vanité outrageusement satisfaite. Par mimétisme, les maîtres d'école, et tout autre fonctionnaire noir se devaient eux aussi de posséder un ou deux boys comme symbole de leur promotion sociale. Et la contagion gagna la classe du cours moyen. Il faut savoir que ces élèves étaient très âgés. Au début de la campagne d'alphabétisation, on soumettait à l'obligation scolaire des adolescents illettrés, voire des jeunes hommes, certains peut-être mariés, pour suivre le cursus de l'enseignement primaire élémentaire. Ce n'est qu'à partir de 1955 que le recrutement a tenu compte de l'âge. Aussi, l'arrivée parmi eux d'enfants de 7 ans éveilla-t-elle chez les aînés des sentiments de domination tels qu'ils s'identifièrent à des notables de la chefferie, et qu'ils adoptèrent leurs méthodes dont leurs propres parents et ancêtres avaient pourtant souffert. La violence est une énergie, renouvelable à l'infini. De plus, les petites recrues de 7 ans qu'ils étaient mettaient à mal sans le vouloir l'orgueil de ses chefs. Ces petits comprenaient et retenaient avec une facilité certaines leçons qu'ils avaient eux, tant de difficultés à assimiler. Ce qui redoublait leur courroux. Afin d'asseoir leur prestige menacé, un beau jour, les plus âgés exigent eux aussi un boy cuisinier qui leur soit entièrement dévoué à l'image de Martin, boy au service du directeur. Au cours préparatoire, chacun d'eux se prend à rêver à son tour non de promotion sociale, mais de protection contre les brimades. À défaut du grade de boy, il saurait se satisfaire du statut de marmiton auprès de l'épouse du directeur. C'était une fonction très recherchée. Le marmiton était à la fois bien nourri, exempté des travaux, protégé des violences. Le choix de Luguzanga se porta sur un de ses camarades, Cassien, qui fit bien des envieux. Ils rêvaient tous d'être l'heureux élu que la nouvelle charge libérerait des corvées de bois, des travaux de jardinage, avec ou sans gourde, et des séances de pêche sans ligne ni filet. Promu à cette nouvelle fonction, Cassien porterait dorénavant un prénom à consonance anglaise, Billy. À l'instar de tous les boys, Billy devait faire la cuisine, servir les repas et laver le linge de son maître. À la sortie des classes, alors que Luguzanga et ses autres petits camarades partaient jardiner, Billy allait ranger son cahier et son ardoise dans un coin de la cantine au pied du grand manguier qu'avait choisi son maître pour y prendre ses repas ou du repos. Il s'emparait de la gourde et se précipitait vers le puits. Ce puits, à ciel ouvert, dont la margelle dépassait à peine le niveau du sol, hantise des nouvelles recrues, leur devenait assez rapidement familier. La nuit, beaucoup d'entre eux y tombèrent. Généralement, la chute brutale suivie d'un plongeon décuplait leur instinct de survie et leur donnait des ailes pour remonter le long des marches que le puisatier avait taillées dans la paroi par paires opposées. Une fois ressortis indemnes, ils s'exerçaient à redescendre, d'abord les mains nues, ensuite avec une gourde. C'était un exercice indispensable pour le cas où un grand leur réclamerait de l'eau. Arrivé au puits, Billy disparaissait à l'intérieur, dévalait les marches par deux et réapparaissait aussitôt, sa gourde posée sur la tête. Parfois, dans sa hâte, il perdait l'équilibre et plongeait au fond de l'eau. Plus rapide que l'éclair, il remontait à la surface, remplissait sa gourde et hop. Coucou. Le revoilà. Il fallait faire vite pour que la douche et le repas fussent prêts pour le retour du maître, fatigué d'avoir molesté des dizaines d'enfants. Billy préparait une calebasse d'eau bouillante et une calebasse plus petite d'eau fraîche qu'il plaçait dans la salle de bain de fortune, un endroit protégé des regards par une haie de branchages de palmiers piqués dans le sol et remplacé au fur et à mesure qu'il desséchait. Pour que l'eau ne fût pas livrée à la malédiction des tigans feu accent aigu BI mangeurs d'âmes, Billy veillait à côté des deux calebasses, dans une obscurité totale. Après la douche, le repas était servi. Billy prenait soin de bien conserver les restes de nourriture pour le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain. Avant d'aller se coucher, il devait encore réciter toutes ses leçons à ce maître officieux, vigilant et pointilleux, toujours prêt à sévir à la moindre erreur. Billy lui fit honneur. Toujours classé premier, il réussit son certificat d'études primaires au cours moyen première année. Le taux était le plat principal que cuisinait Billy,
à base de farine de mil soigneusement pilée par l'ensemble des mères d'élèves du village de Kapegele-Kaban. Collecteur d'impôts redoutable et sans scrupules, le maître de Billy exigeait de chaque élève de retour de Snamkaban, après un congé scolaire, une tine de farine de mil, des boules de sumbala et du gombo séché. Et pas question pour l'élève racté de révéler à ses parents que les précieuses denrées avaient transité directement de leur fils à Luguzanga. En cas de rupture de stock, il n'était pas rare de voir Billy descendre au village de Sokoroni où il aidait les femmes à piler le mil en échange d'un peu de farine, de gombo ou de sumbala. Un jour, son maître invite à dîner quelques camarades. Billy leur mijote une magnifique sauce au gombo, dans laquelle par mégarde se perdit un crapaud. En trempant sa tartine de thau dans la sauce, Napilé, renommé pour son appétit d'ogre et sa gloutonnerie monstrueuse, tombe sur le batracien. L'obscurité aidant, il le confond avec un morceau de viande de bœuf et l'enfourne dans sa bouche, accompagné de la tartine de thau. Il mâche sans succès. La viande caoutchouc résiste. Vaincu, il essaie d'avaler. Mais le batracien rétif reste en travers de son gosier. À la limite de l'étouffement, Napilé est sauvé in extremis par son ami qui lui fait rejeter l'intrus en introduisant les doigts jusqu'au fond de sa gorge. Tandis que le malheureux reprend son souffle et ses esprits, Billy reçoit une correction telle qu'il faudra le ranimer en l'aspergeant d'eau fraîche. Plus violente et plus aveugle que l'intransigeance implacable de Luguzanga, sévissait l'imbécilité de Ziton. Cette brute du cours moyenne avait mal assimilé la leçon d'histoire sur la guerre de 100 ans. Pour lui, les Français et les Anglais étaient un seul et même peuple qui avait décidé de se livrer une guerre fratricide interminable vu que des guerriers, bien que centenaires, continuaient à se massacrer sauvagement. Ziton se devait de célébrer une épopée aussi incroyable. Il institua pour les élèves de Kapegele-Kaban, son village, un rituel intitulé précisément « La guerre de 100 ans » et qui se déroulait tous les soirs. Après le souper, chaque enfant du cours préparatoire issu du village de Ziton avait pour mission de se doter d'un morceau de bois résistant, incassable au besoin, en vue d'aller combattre ses concitoyens. Un cercle, tracé à la craie sur le sol, délimitait le champ de bataille appelé l'Aquitaine. Gare à celui qui posait un pied à l'extérieur. D'un coup de sifflet strident, Ziton donnait le signal d'un combat épique. Au milieu de l'obscurité, les pauvres petits guerriers se frappaient impitoyablement. On entendait les hurlements de douleur des plus faibles qui subissaient l'assaut enragé, et la violence des plus téméraires, sans que personne ne mît fin à leur supplice. Lorsque Ziton jugeait que tout le monde avait suffisamment pleuré et crié, il sifflait l'arrêt des combats. Chacun pouvait enfin aller se préparer à dormir. N'étant pas originaire de son village, Luguzanga échappait à la férule de Ziton, ce général débile dont le seul nom associé au concept de guerre de 100 ans l'emplissait d'effroi. Les exactions perpétrées par les gardiens du cours moyen semblaient elles aussi devoir durer un siècle. Ces jeunes gens pervertis avaient si bien intériorisé l'héritage du colonialisme que tout leur était prétexte à frapper, punir, humilier. Le jeudi après-midi, ils conduisaient les enfants au marigot. Tandis que des centaines d'enfants fouillent les coins et les recoins du cours d'eau, ils arpentent les berges et obligent à coups de fouet de liane tous ceux qui ne savent pas nager à plonger dans les eaux troubles au risque de se noyer. Pendant 3 heures interminables, ils essaient de capturer tout ce qui leur passe sous la main. Grenouilles, écrevisses, goujons, silures, carpes, anguilles, serpents d'eau. Les prises vivantes entreposées au fond des poches des vendinaises s'échappent dès que le pêcheur plonge de nouveau. Quand sonne le rappel des troupes, chacun dépose en tas sur la berge le produit de sa pêche. Ceux qui n'ont rien capturé attendent bras croisés. Les lots de premier choix sont attribués aux instituteurs et aux gardiens. Les lots de second choix sont réservés à la cantine, la pire des soupes populaires. Une fois la répartition faite, les pêcheurs des seconds choix reçoivent une dizaine de coups de fouet chacun. Les malheureux qui n'ont rien pris sont encore plus sauvagement frappés. Dès la fin de la pêche tous courent, séance tenante, chercher du bois mort dans la brousse. La corvée se termine 1 heure plus tard par un décompte sévère et rigoureux des fagots. Comme au bon temps du Sanguélébara, les élèves aux mains vides ou avec de misérables fagots sont une fois encore brutalisés. Luguzanga redoutait particulièrement cette journée, lui qui faisait toujours partie de ceux qui n'avaient ni poisson ni fagots.
Les jours passaient, et se ressemblaient à Socoroni. Au cours des activités extrascolaires de pêche, de jardinage, de corvée de bois, il récoltait brimades et coups de fouet. En classe, il collectionnait les bonnes notes. Sur 150 élèves, il se classait 2e et 3e, Billy étant indétrônable. Il prenait un plaisir extrême à toutes les leçons. Naïf, il fit l'erreur de s'en vanter. Il venait de commettre là un crime de lèse ignorance, qu'on n'allait pas tarder à lui faire payer. On raconte que tu trouves l'école facile ? Lui demande Nadon et Niaton. Oh. Oui. C'est facile. Narquois, histoire de rabattre ses prétentions qui les outragent, il le soumet à la question. Quel est le périmètre du carré ? La géométrie n'était pas au programme du cours préparatoire. Cette colle lui vaut 5 coups de bâton de chacun de ses examinateurs. Quelle est la superficie du rectangle ? Le même châtiment s'applique à la seconde colle. Tout élan de créativité était durement réprimé. Un jour, il dessine à l'encre noire sur son poignet gauche une montre. Il aimait beaucoup les montres. Corito la remarque. Quelle heure est-il, Luguzanga ? 6 heures. Non. Il est 10 heures. Et il reçoit 4 coups de fouet. Montre-moi où se trouvent les aiguilles à 15 heures ? Là et là. Non. Je t'ai dit à 15 heures. L'interrogatoire piège se conclut par de nouveaux coups de fouet. Pour s'éviter d'autres supplices, il efface le dessin ostentatoire. Et pourtant il aime l'école, envers et contre tout. Chapitre 4, la survie. La nourriture demeura toujours insipide et très insuffisante. Le thon n'était qu'une infâme bouillie, la sauce rien d'autre que de l'eau salée. Luguzanga consacrait donc le dimanche, jour de repos, à la chasse au rat des champs. Muni d'une hache, il parcourait la brousse avoisinante en inspectant les abords de chaque trou susceptible d'abriter le rongeur. Les noix fraîches trahissaient le passage de l'occupant. Alors, il introduisait sa petite main, puis son bras jusqu'à l'épaule pour explorer la galerie. Quand la terre qu'il ramenait contenait des excréments et des poils, il était à peu près certain de capturer le rat. À moins que le locataire ne fût un aja prêt à affronter l'indélicat, qui dévastait son squat. Il lui arriva aussi de tirer sur la queue du reptile, confondue avec celle d'un iguane. Lorsque la chasse était bonne, il rentrait à l'école pour se mettre à la cuisine. Il faisait mijoter le rat dans la boîte vide, qu'il avait réussi un jour à subtiliser. De temps à autre, les autorités coloniales offraient à l'école du lait en poudre dans ces boîtes en fer sur le flanc desquelles sourit un bébé hollandais rose et joufflu qui donne son nom à la marque. Une pincée de sel dans l'eau de cuisson, et il obtenait un bouillon succulent. Il se régalait de viande de rat ce jour-là et les jours suivants. Avant de s'endormir, il confiait le gardiennage de la boîte et son contenu à Clay. Personne n'osait la dérober. La peur de Dieu dissuadait les indélicats, les affamés, les chapardeurs. D'autres fois, il se rendait au village à la recherche de volailles mortes. Socoroni, majoritairement peuplée de Sénoufos venus du Soudan voisin, était une enclave musulmane en pays Tagwa. Obéissant à leur religion, les habitants abandonnaient sur les composts les animaux morts. À ces prises exceptionnelles, festin de roi. Durant la semaine, il souhaite la propagation d'épidémies capables de décimer le cheptel, la volaille et le dimanche suivant il va ratisser les environs du village. La chance lui sourit. Une chèvre morte n'attend plus que lui. Pour l'aider à la dépecer, il part chercher Sungari, un fin et habile cuisinier. Au voleur. Pendant sa courte absence, 3 vautours aussi affamés que lui se sont appropriés le cadavre et commencent à le déchiqueter. D'une humeur belliqueuse, ils ne sont visiblement pas disposés à lui restituer son bien. Une bataille s'engage, coup de bec contre coup de bâton. Les humains reprennent peu à peu du terrain. Les charognards finissent par battre en retraite. Avec Sungari, ils peuvent dépecer l'animal et transporter la viande à l'école dans un vieux sac de jute récupéré non loin de là. Une part de la viande est réservée à la vente. Ils font cuire l'autre part dans une grosse boîte de 5 litres remplie d'eau. À peine le couvercle est-il reposé sur la marmite, bébé hollandais, que surgit Gnougali. Il leur demande à participer au repas. Malgré toutes ces tentatives de séduction, ils refusent d'obtempérer.
Pendant que la viande mijote dans la marmite, il nettoie les pattes et la tête. C'est l'opération la plus délicate en raison des 2 cornes géantes à extraire de leur support osseux. La tête enfin écornée, posée sur un tronc d'arbre, est coupée en 2 avec une hache. La mâchoire inférieure séparée du reste du crâne. Ils peuvent alors nettoyer la langue qu'ils mettent directement en contact avec le feu. Ils attendent que la muqueuse se décolle d'elle-même sous l'effet de la chaleur. Quelque peu perdus dans leur rêverie sur cette chasse qui leur permettra de vivre mieux pendant 1 semaine, ils oublient la langue de la chèvre sur le feu. Celle-ci commence à gonfler et comme une bombe bourrée de TNT, explose. La marmite vole à plusieurs mètres du petit foyer. Accourus au bruit de l'explosion, Gnougali qu'ils avaient évincé surgit. L'heure de sa vengeance a sonné. Il se met à donner l'alerte en hurlant. Assassin! 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 Ne voyez-vous pas que la chèvre est morte du bacille de coche? Bacille? Bacille de cochon? S'étonne Sungari stupéfait, lui qui entend ce mot pour la première fois et l'assimile au patronyme d'un berger de cochons. Le bacille de coche transmet la maladie du charbon aux bœufs, aux chèvres et aux moutons, reprend Gnougali soudain expert en médecine. Les animaux qui contractent le charbon meurent. L'homme qui les mange meurt aussi. Le directeur a interdit leur consommation. Élève du cours élémentaire, Gnougali avait mal appris sa leçon de choses sur la tuberculose qu'il confondait avec la maladie du charbon. Il savait surtout que les maîtres interdisaient la consommation de viande d'animaux morts, susceptibles de contaminer toute l'école. C'est pourquoi, bien qu'ils connaissent la cause de l'explosion, ils l'imputent à la maladie qui frappait le bétail de temps à autre. Et comme il n'était pas rare d'apprendre également le décès de tel ou tel paysan, Gnougali se joue de leur peur. Si vous récupérez votre viande, j'irai vous dénoncer au directeur, menace-t-il. Ils ont capitulé et jeté le festin dans une fosse non loin de la cantine. Gnougali poursuivit son chantage en leur faisant comprendre qu'à l'avenir, chaque fois qu'ils ramasseraient un animal mort, il leur faudrait le partager avec lui, sous peine de le perdre en totalité. Le rapace Gnougali fut le 4e vautour de ce dimanche, et c'est lui qui eut le dernier mot. À quelque temps de là, au retour d'une chasse infructueuse, il découvre, perdu au milieu d'un champ d'igname, une grange en tige de mil. Muni d'un long bâton détecteur de pièges, il inspecte les environs, le pourtour, s'approche avec précaution, ouvre la petite porte. Une fois rassuré sur l'absence de tout danger, il introduit la main à l'intérieur, retire 2 ignames. 2 magnifiques ignames. Avant d'emporter son butin, il fait disparaître la trace de ses pas avec un balai de feuilles mortes. La découverte de cette manne providentielle améliora substantiellement ses conditions de vie à l'école. Chaque dimanche, quelle que fût l'issue de la chasse aux rats ou aux animaux domestiques morts, il se rendait à sa réserve secrète. Devant ses camarades affamés, avides de partage, il expliquait que son père lui avait récemment envoyé ses tubercules à Socoroni, chez sa tante Jidé. Petit à petit, il oubliait les plus élémentaires précautions et cessait de sonder les alentours en arrivant et d'effacer ses traces en repartant. Or voici que le propriétaire du champ finit par remarquer la lente, mais constante diminution de son stock. Non. Il n'hallucine pas, le malheureux. Les traces de pas lui révèlent les allées et venues d'un voleur. Il veut en avoir le cœur net. Il monte le guet dissimulé dans le feuillage touffu d'un arbre. Durant plusieurs semaines, il s'installe de bonne heure à son poste d'où il repart bredouille à midi. Mais ses ignames continuent de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.